Et si les patrons ou les dirigeants étaient parfois à l'origine de crises et de crises de communication? Eh oui, c'est ce que nous allons voir avec Jean-François Granat et Olivier Simelière, qui vont nous parler de 2 cas d'école. En premier lieu, Body Minute, dont vous avez certainement entendu parler, et ensuite le groupe de presse Ebra, qui a eu quelques petits soucis avec son directeur général. Je n'en dis pas plus, mais vous allez comprendre que dans cet épisode, Jean-François et Olivier reviennent sur l'importance de la communication, l'importance des DIRCOM, évidemment, mais aussi l'importance de ne pas jeter d'huile sur le feu, confère Body Minute, surtout lorsque vous êtes le numéro 1 de l'entreprise. Cela peut avoir d'énormes conséquences et pas uniquement en termes de réputation. Bref, je vous laisse écouter cet épisode en compagnie d'Olivier Simelière et de Jean-François Granat. Et quant à moi, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je vous souhaite une très très bonne écoute de cet épisode sur les dirigeants et la com de crise. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui, un épisode sur les patrons et sur la crise. Et pour ce faire, j'ai le très grand plaisir de recevoir le chef du gang des Lyonnais de la communication, monsieur Jean-François Granat. Il est aussi directeur de la communication et du marketing dans l'industrie, mais il est avant tout un homme qui deal du saucisson lyonnais, n'est-ce pas Jean-François? Exactement. Bonjour Laurent. Salut Jean-François. Et l'homme qui déteste les coups de com' et qui est malgré tout un homme bien puisqu'il est supporter du PSG. Ça doit être le dernier sur cette planète avec peut-être 2-3 amis. Monsieur Olivier Simelière. Salut Olivier. Salut Laurent. Alors messieurs, nous allons parler aujourd'hui des patrons. Est-ce qu'ils arrivent à se prémunir de la crise? Est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes responsables de la crise? Et pour cela, on a 2 exemples absolument magnifiques. En premier lieu, Body Minute. Bon, c'est pas nous qui sommes beaucoup allés chez Body Minute, n'est-ce pas? Mais nous avons dans notre entourage des personnes de plus ou moins grande taille qui y vont. Et puis nous allons parler aussi du président d'Ebra, monsieur Philippe Carly. Donc Jean-Christophe David et Philippe Carly, si vous m'entendez, vous ne faites pas un procès s'il vous plaît, parce que je n'ai pas les moyens de l'URSSAF à tout prix. Mais trêve de plaisanterie. Tu pourras les inviter à venir parler de leur expérience au micro du décodeur de la communication. Ah mais absolument, ils sont bien évidemment les bienvenus pour parler, pour expliquer à leur manière ce qu'il s'est passé. Ce sont 2 crises qui n'ont strictement rien à voir, mais on va justement commencer par Body Minute. Alors toi Olivier, tu connais bien Body Minute parce que toi tu es client depuis une dizaine d'années. Oui, j'ai le poil tenace. Et donc, chez Body Minute, en fait, la promesse, c'est de venir à bout de ce poil tenace. Et ben voilà, alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il s'est passé? Parce que c'est une histoire d'influenceur, c'est une histoire de monsieur David, Jean-Christophe de son prénom. Il y a un peu d'énervement. Il y a à la base un sketch que j'ai trouvé plutôt rigolo de la petite influenceuse qui s'appelle Lorraine Lévy. Bref, je te laisse nous expliquer la chose et puis Jean-François, tu rebondis évidemment parce que c'est quand même c'est une série presque, c'est limite une série Netflix, hein. Ah, c'est un véritable cas d'école et ça, je crois que ça sera même enseigné et décrypté dans les écoles de com, tellement l'histoire paraît, comme tu l'as dit, ouais, invraisemblable. Ça pourrait être une mini-série Netflix. L'histoire, en fait, a démarré il y a 2 ans. Donc, c'est dire si le patron de Body Minute a été tenace dans ses poursuites à l'égard de la jeune influenceuse. À l'époque, elle fait une vidéo qu'on appelle le POV, Point of View, comme font tous les influenceurs, les TikTokers, pour raconter ses déboires chez Body Minute, avec une esthéticienne qui a pas été très heureuse dans ses mots, dans sa manière de commenter le problème de peau qu'elle pouvait avoir. Et elle mentionne pas explicitement en plus l'enseigne, elle fait juste un hashtag Body Minute et la vidéo sort et à l'époque elle récolte environ 30 000 likes. Ce qui est un succès correct, mais bon, pas de quoi déchaîner les foules. Sur TikTok, généralement, ça se compte plutôt en millions quand une vidéo buzz fortement. Et puis la vidéo, voilà, vit sa vie. Et quelques mois plus tard, Jean-Christophe David est averti par apparemment des collaboratrices qu'il y a cette vidéo qui circule. Et là, littéralement, il entre dans une colère, mais vraiment fou furieux.
exige le retrait de la vidéo auprès de la TikTokeuse et surtout, et c'est le compte Instagram Balance Ton Agency qui a révélé effectivement toutes les captures de notes internes qui demandaient aux collaborateurs et aux collaboratrices de Body Minute de déposer, d'abord de signaler la vidéo à la plateforme TikTok pour qu'elle saute, et puis de déposer des commentaires justement pour contrer l'influence de Lauren Lévy. Et ce qui a très vite d'ailleurs engendré du harcèlement, puisque Lauren Lévy l'a montré après. Elle a reçu des menaces de mort, des menaces de viol, donc ça a vraiment empiré fortement. Et puis la pression est un petit peu retombée. La vidéo restant toujours en ligne, le patron s'est à nouveau agacé, et cette fois-ci, il a accusé la jeune femme d'être en fait à la solde d'une marque concurrente. Or, la jeune femme travaillant pour une agence de com et de publicité, il s'est fait tout un scénario qui a été jusqu'à prévenir l'employeur et puis surtout envoyer des huissiers inspecter les ordinateurs pour retrouver d'éventuelles traces de collaboration avec un concurrent, ce qui n'était pas le cas. Chemin faisant, il exige toujours le retrait de la vidéo qui ne vient évidemment pas. L'influenceuse raconte entre-temps ce qui lui arrive, mais ça prend pas plus, ça reste vraiment un buzz TikTok. 1 an s'écoule et là le patron recommence à nouveau. Cette fois-ci, il assigne la jeune femme en justice. Le procès a eu lieu au mois de janvier. On aura le verdict, je pense, en février ou en mars. Et alors là, on sent que vraiment il perd ses nerfs. Il fait réaliser des vidéos TikTok au nom de Body Minute où il traite l'influenceuse de hyène. Enfin, vraiment, il a des mots extrêmement agressifs à son égard. Et là, l'histoire commence à gonfler et c'est vraiment le compte Balance Ton Agency qui jette le premier en pâture toutes les notes qu'elle a récupérées. Et là, à partir de là, c'est là où je suis tombé sur l'affaire. J'ai écrit un billet et quelques jours après, alors là, la presse s'en est emparée et là, pendant 8 jours, les retombées presse, ça a été dément. Et de 30 000 likes, on est passé aujourd'hui à plus de 100 000 likes et 1,5 million de vues, parce qu'il faut savoir que les médias, en plus, en reprenant l'histoire, ont remis la vidéo en ligne. Donc c'est voilà, pour garder quelque chose de caché, finalement, tout a été mis sur la place publique et tout le monde a pris connaissance de l'affaire. Ouais, c'est un super exemple de communication de crise et exactement de ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que même s'il y a un petit truc qui vous embête, faut aussi mesurer souvent sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui va rester peut-être quelques jours, voire une semaine. Alors c'est embêtant, mais là en fait la crise c'est pas la vidéo en fait qui a créé la crise, c'est la réaction de l'entreprise, c'est la réaction du patron. Donc il faut faire attention en communication de crise à pas surréagir. Et puis des fois, c'est vrai que c'est embêtant, mais il vaut peut-être mieux laisser courir et attendre quelques jours, quelques semaines, et puis l'affaire va s'éteindre toute seule. On dit souvent dans la presse, quelque chose qui est chaud dans la presse, ça dure une quinzaine de jours, grand max. On n'a qu'à voir sur des journaux télévisés, quand il y a un événement, ça dure, on en parle pendant une semaine. S'il se passe rien, et au bout d'une semaine, même pas 2-3 jours, on n'en parle plus, ça fait plus la une du journal télévisé et on passe à autre chose. Et là, c'est exactement le même cas. C'est là, il aurait mieux fallu que l'entreprise Body Minute ne dise rien, laisse passer cette crise, et puis finalement cette vidéo elle aurait été perdue parmi des centaines et voire des milliers de vidéos à propos de Body Minute. Et puis même Body Minute aurait pu aussi refaire des vidéos en montrant ce qu'ils savaient faire, montrer leur expertise, plutôt que d'aller chercher la bagarre avec en plus quelqu'un qui c'est un peu David contre Goliath. Et donc voilà, et David est forcément plutôt sympathique dans les journaux et auprès des gens qui suivent les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était vraiment une réaction complètement inappropriée par rapport à quelque chose qui finalement est anecdotique. Alors, il a même réussi le coup de force quand même à générer des retombées presse dans des médias qui sont sensibles pour lui. Je pense notamment à l'Officiel de la franchise, qui est un site internet qui traite du sujet de la franchise en règle générale et qui sur lesquels les marques de franchise justement proposent des offres. Body Minute est sur ce site et le site a repris toute l'histoire et tout le déroulé, mais alors en plus en détail. L'article est très bien écrit, donc c'est généralement un site qui n'écrit pas sur ce genre d'affaires. Donc là, pour l'image de qui voudrait investir sur Body Minute, c'est quand même 20 000 d'apport et 30 000 de tickets d'entrée au total pour être un franchisé Body Minute. Donc c'est pas rien. Et puis il y a eu aussi le témoignage d'une franchisée Body Minute dans la Dépêche du Midi,
une femme qui a 9 enseignes sur Toulouse et qui a dit ouvertement dans une longue interview à la Dépêche que depuis depuis que l'histoire a pris de l'ampleur, elle a observé une baisse de la fréquentation et de son chiffre d'affaires dans ces 9 magasins, dans ces 9 salons. Donc c'est pas neutre quand même. Voilà, donc il aurait pu mesurer un petit peu mieux ses réactions. Ouais, je crois qu'il aurait été plus malin pour Body Minute de rentrer en contact avec l'influenceuse et puis de, je sais pas, lui offrir un soin gratuit et puis au contraire de lui dire venez, on vous emmène dans d'autres boutiques et puis vous allez faire d'autres soins et puis vous allez en parler et on sera heureux de vous les offrir et on pourra même faire un cadeau pour les gens qui vous suivent. Voilà, quelque chose comme ça aurait été beaucoup plus malin. Il y a un super exemple là-dessus, alors qu'il y a un vieil exemple. Je suis un vieux de la vieille comme Olivier, donc j'ai des vieux exemples, mais qui était l'exemple de la Redoute qui un jour a été sur leur site, il y avait une photo d'enfant qui sortait de l'eau et derrière il y avait un type qui était à poil en sortant de l'eau et en fait la photo ils ont oublié de retoucher la photo, je pense, et donc c'est sorti sur les réseaux sociaux et la Redoute a super bien réagi en faisant un petit concours en disant voilà, il y a plein merci d'avoir signalé cette erreur là et on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'erreurs sur notre site web et si vous les remarquez, on sera heureux de vous habiller des pieds à la tête. Alors ils avaient mis des photos, il y avait un crocodile dans une piscine, il y avait des choses comme ça avec des enfants, voilà, des choses assez rigolotes et ils ont fait un petit concours, ils ont payé aux gens des habits, des vêtements, d'habiller les gens des pieds à la tête et ça a fait une communication qui était hyper positive sur un truc qui au départ était hyper négatif. Et je pense que c'est l'exemple qu'aurait dû suivre Body Minute et faire quelque chose de beaucoup plus valorisant pour eux en partant d'une erreur, reconnaître leur erreur et puis essayer de tourner ça en façon positive. Alors en fait, dans cette histoire, ce qu'on marque, c'est plus que la marque en crise, c'est la personnalité du dirigeant qui génère la crise. La Redoute, l'exemple est très bon, mais la Redoute, la direction était pas mise en avant. La réaction, c'était une réaction, c'était l'entité corporate, la marque qui réagissait. Dans le cadre de Body Minute, alors certes, Jean-Christophe David est le fondateur et le PDG de ce réseau de franchise, mais pour lui, on avait l'impression que c'était lui qu'on atteignait à travers cette petite vidéo. Il en a fait vraiment un cas personnel. Et là, on voit parfois, c'est assez illustratif d'ailleurs, des réactions de certains grands dirigeants face à une crise, où ils vont prendre les choses vraiment comme attaque directe à leur personne, et à partir de là, vont développer des comportements complètement erratiques et contre-productifs, qui vont être déjà le déni de la situation, perte complète de recul, de prise de hauteur, tout ce qu'on veut, et puis même presque un sentiment de puissance. Et ça, je pense que dans le cas de Jean-Christophe David, ça c'est il l'a pas dit comme ça, mais quand on l'écoute dans les quelques témoignages qu'il a donnés, on sent que c'est le mâle alpha qui s'est fait mordiller les mollets par une jeune femme qui s'est un peu fichue de sa gueule, et ça passe pas. Il a une manière dans les interviews de parler par exemple de ses collaboratrices, il les appelle ses nanas, ses filles. Il lui a été reproché en plus un édito dans le petit newsletter qui est distribué dans les salons, où à un moment il parle que l'épilation en fait c'est un plaisir et un cadeau que les femmes offrent aux hommes. Si vous voulez, dans les années 2025 aujourd'hui, c'est des propos sexistes qui passent plus tellement. Mais il a tellement identifié cette crise à sa personne que il a tout fait péter et il met en danger son propre business. Ouais, là, c'est aussi une nouvelle erreur de communication de crise, c'est que c'était pas le PDG qui était visé, c'était l'entreprise en elle-même dans cette vidéo, et encore, c'était relativement soft, je trouve. Et en fait, c'était à l'entreprise de réagir, et l'erreur qui a été faite, c'est de faire réagir le PDG, parce que si demain, il faut monter en puissance, vous avez personne au-dessus. En général, quand on est sur des communications de crise, on fait plutôt intervenir soit un responsable technique, par exemple, si c'est une crise technique, éventuellement le directeur de la communication, et puis s'il faut escalader, après on fera intervenir le PDG, mais on fait pas tout de suite intervenir le PDG, parce qu'il y a plus de porte de sortie après ça. Mais justement, tu parlais, Olivier, de finalement la personnalité de Monsieur David, et je peux le comprendre très honnêtement, quand tu as bâti cet empire avec tes propres mains, qu'il y a quelqu'un qui vient te mordiller les mollets, parce que honnêtement la petite jeune femme Lorraine Lévy, qu'il appelait je crois Lorraine Lahaine ou quelque chose comme ça, ou la hyène, voilà, tu vois. Donc bon ok, très bien. Je pense qu'il était en effet très vénère. Ça l'agace très objectivement. Si vous voyez la vidéo, elle est plutôt rigolote,
sympatoche, honnêtement, ça n'est pas du dénigrement. Que ça l'ait énervé, je peux parfaitement le respecter, surtout que le type, il se bouge, hein, pour faire avancer les choses. Mais cette espèce de côté, je réagis de manière complètement incroyable parce que c'est moi le plus fort, c'est moi le patron. En plus, comme tu le dis très justement, Jean-François, il n'y a plus personne au-dessus, et encore moins en dessous, parce que je pense qu'il ne l'aurait même pas toléré, ce monsieur. Mais est-ce que les patrons doivent comprendre que finalement, parfois, ce sont eux qui alimentent la crise, qui jettent de l'huile sur le feu, parce que lui, il est en train de le payer, monsieur David, et je trouve ça un peu idiot finalement d'en arriver à ça pour si peu, qui finit avec une crise sur le dos qui est quand même lourde, et puis financièrement, dans la dépêche du midi, la dame a dit, il y a moins de clientes, je suis emmerdé. Bah oui, mais je pense qu'il est dans un tel tourbillon où il a perdu toute lucidité et tout recul. C'est un combat personnel, c'est une croisade qu'il mène, parce que s'acharner pendant 2 ans sur, au départ, un petit caillou dans la chaussure. Alors après, je peux comprendre que ça agace. Quand on a bâti le numéro 1 des instituts de beauté, c'est vrai qu'on n'apprécie pas vraiment la critique. Bon, la critique était quand même en partie fondée, parce que si on regarde par ailleurs d'ailleurs les avis consommateurs qui sont laissés sur des sites comme Trustpilot par exemple, il y a beaucoup d'avis de gens pas contents, même si on sait que les pas contents s'expriment beaucoup plus facilement que les contents, ça c'est la nuance à apporter, mais on voit que c'est récurrent avec le temps. Donc c'est dommage qu'il ait pas pris le temps un peu de la réflexion, ou qu'il n'y ait pas eu dans son entourage, mais bon, vu que le management a l'air d'être assez vertical dans cette entreprise, personne n'a sans doute osé dire quoi que ce soit, sinon il se serait fait rabrouer. Les agences qui ont bossé, puisqu'il a dit qu'il avait quand même claqué au final plus de 300 000 euros en agence pour faire retirer la vidéo, les agences n'y sont pas parvenues, parce que d'abord on retire pas une vidéo aussi simplement que ça. Déjà sur le web, et lui sa seule obsession en consultant des agences, c'était de faire retirer une vidéo, pas d'avoir une conduite, une gestion de crise digne de ce nom. Et voilà, là, alors c'est un cas ultime, hein, parce qu'il y a des patrons qui, à un moment donné, savent arrêter de mettre le doigt dans l'engrenage, ou qui vont justement, comme le dit Jean-François, envoyer, selon la gravité de la crise, l'expert, le spécialiste ou le porte-parole. Et puis souvent, ça va passer comme une lettre à la poste. Récemment, là, on a eu le retrait, rappel de Coca-Cola à cause d'excès de chlorate sur certains lots. Bon, alors ça a très vite buzzé parce que c'est Coca-Cola. En plus, la France et la Belgique se sont mal alignés dans les messages au départ. Ça a créé un peu de confusion. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas eu de gens malades, etc. C'est 2 tout petits lots en plus qui sont concernés. Absolument. L'histoire, ça y est, elle a disparu des médias, et voilà. Et Coca-Cola s'est pas affolé en disant ça y est, on envoie tout de suite le PDG européen, belge ou français. Ouais, après, le rôle des PDG dans les crises, c'est forcément participer à la cellule de crise qui doit se mettre en place. Mais c'est pas d'en devenir le porte-parole, quoi, ou d'en devenir le porte-parole, mais c'est vraiment la dernière extrémité, quoi. Hein. Et dans son rôle dans la cellule de crise, c'est de prendre des décisions, d'orienter les actions, mais c'est surtout pas de devenir le porte-parole de l'entreprise. Pas en premier lieu, en tout cas. Même ça prouve peut-être que monsieur David, c'est un vrai entrepreneur. Hein. Je les ai beaucoup soutenus à la CPME, et honnêtement, je peux comprendre qu'il se soit énervé. Après, il s'est acharné. Et c'est peut-être là l'erreur absolue, parce que dépenser 300 000 balles pour faire retirer une vidéo, courage, hein, parce qu'il aurait pu dépenser 4 millions. Hein. Et puis 2 ans après, je trouve ça un peu... Honnêtement, je trouve ça dommage. Et bon, quelque part, j'espère qu'il y aura pas de perte d'emploi et qu'il y aura pas de perte de business. Ça, c'est quand même le plus important, parce que au final, on peut s'apercevoir qu'il peut y avoir de la casse sociale, et il y a des entreprises qui ont pris un petit peu cher, et ce n'est pas Coca-Cola, Body Minute. Non, mais ça peut atteindre des marques encore plus connues. Regardez Tesla aujourd'hui. Aux États-Unis, depuis 2-3 ans, du fait des prises de position de plus en plus radicales d'Elon Musk, des gens d'abord revendent leur voiture. C'est un des premiers motifs de revente d'une Tesla pour la céder, c'est justement je ne me sens pas aligné avec les opinions d'Elon Musk. Vous avez même maintenant des propriétaires Tesla qui mettent à l'arrière un gros sticker en disant désolé, j'ai acheté cette voiture avant que Musk devienne fou. Donc ça prouve bien que les prises de position d'un patron, quel qu'il soit, peut avoir un impact, surtout qu'aujourd'hui, tout finit par se savoir, tout peut avoir un écho.
Donc voilà, c'est une dimension à maîtriser, qu'on soit entrepreneur, effectivement très attaché à ce qu'on a fait, très fier de ce qu'on a fait, j'entends, et ça je le respecte pleinement, mais il faut prendre ce nécessaire recul, sinon vous pouvez vraiment impacter votre marque. Et Tesla aujourd'hui est en recul dans ses ventes, alors pas uniquement à cause des positions de Musk, mais ça contribue largement à alimenter l'image, en tout cas, que rouler en Tesla, c'est cautionner, pour certains, c'est cautionner ce que dit Musk. Oui, tout à fait. Ça rejoint ce qu'on avait dit dans un précédent podcast, Laurent, en parlant de la communication des dirigeants sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un élément important de la communication d'une entreprise, mais il faut que ce soit fait correctement, il faut que ce soit piloté, et il faut qu'on parle de l'entreprise. L'objectif, c'est de parler de l'entreprise et mettre en avant l'entreprise. C'est les choix qui sont faits par son dirigeant, les orientations qu'elle prend. Mais il faut surtout faire attention à ne pas créer des crises, à éviter les sujets peut-être trop polémiques, les sujets politiques aussi. On rejoint l'affaire du patron d'Ebra, qui lui a pris des positions politiques sur les réseaux sociaux, a essayé de s'en défendre après, et finalement ça a été assez complexe pour lui. Alors justement, quel talent! Tu es en train de faire un magnifique... transition. Une transition, je cherchais le mot. J'allais dire un bridge, tu sais, c'est mon côté américain, ce côté Tesla, c'est ce côté Trumpien qui est le mien. Mais en effet, on en discutait dans un épisode qu'on a enregistré avec Frédéric Fougerat, et qui sortira après celui-ci, parce qu'on va parler évidemment de l'actualité. Et nous avons en effet Monsieur Carly qui a, semblerait-il donner quelques opinions politiques. Ce n'était pas nécessairement ce qu'il y avait de plus malin, mais on va en parler justement plus en détail. Mais c'est vrai que les patrons prennent de plus en plus la parole. Ça ne date pas d'hier. Il y a toujours eu des patrons. Alors je recite encore une fois Richard Branson, que j'adore pour plein de raisons. Mais tout le monde n'est pas Richard Branson, tout le monde n'est pas capable de le faire, tout le monde n'est pas capable d'incarner sa marque de manière aussi forte et avec autant de talent et de manière aussi naturelle. Et c'est vrai que les patrons, ils ne prennent pas la parole que sur LinkedIn. Pour écrire des conneries. Pour écrire des choses sur le team building et sur l'innovation et sur l'excellence. Je me moque évidemment, mais c'est vrai que tous ces postes de copywriter sont un peu pénibles, et Dieu merci, le copywriter ou ghostwriter est en train de disparaître un petit peu comme Feu Bézu qui nous manque, ce grand artiste. Mais justement, tiens, je te repasse la main, Jean-François, puisque tu as parlé de Monsieur Carly. Alors Philippe Carly, je ne savais absolument pas qui c'était. Toi, Olivier, tu as eu le plaisir de le rencontrer il y a quelques années. Alors, sachez-le, Philippe Carly, c'était le président d'Ebra. Alors, quand on a dit Ebra, pas de chocolat, je n'ai aucune idée de ce que c'était, et par contre, ce sont des marques absolument incroyables. Si tu peux les citer, Olivier. Et puis... les plus emblématiques, l'Est républicain, le Bien public, le Dauphiné libéré, le Progrès, les DNA, puis d'autres plus petits journaux locaux et régionaux. Donc c'est un des plus grands groupes de presse quotidienne régionale, quasiment un peu derrière Ouest France, mais c'est un grand groupe qui est surtout implanté sur l'Est et tout le couloir rhodanien. Donc c'est un gros groupe avec le Crédit Mutuel quand même comme actionnaire principal. Et effectivement, ce qui est arrivé à Philippe Carly, alors Jean-François va nous l'expliquer un peu. Merci à toi, Olivier. Il était parti comme ça, là, Olivier, là. Non, mais il peut continuer aussi. Philippe Carly a juste pris des positions sur les réseaux sociaux en allant liker un certain nombre de commentaires de posts plutôt d'extrême droite, et en commentant pas plutôt, carrément d'extrême droite, qui était un peu étonnant de par sa position de PDG et qui n'avait pas de lien avec l'activité de l'entreprise. Donc c'était un peu étonnant. Ça a pris pas mal d'ampleur, ça a choqué pas mal de gens, et ça a conduit à sa démission récemment, il y a quelques jours. Il est obligé donc de quitter son poste de président d'Ebra parce que ça a pris une ampleur énorme. À noter que très rapidement, le Crédit Mutuel s'est distancié de la position du PDG d'Ebra. Et ça, c'est une action qu'on voit assez souvent dans les communications de crise où dès que ça touche soit un salarié, soit carrément son président, les entreprises ont tendance à se distancier et à dire ça c'est ses positions personnelles, nous on a d'autres convictions, et à vraiment marquer la différence. Je pense que c'était encore plus important, c'est que c'était un groupe de presse et que la presse se doit d'être normalement à peu près indépendante. Oui, c'est là-dessus que la polémique a porté avec virulence, parce que les rédactions qui sont astreintes
à ne pas faire état de leurs opinions politiques, alors même si certains pensent le contraire, mais bref, là, avoir le président lui-même qui like des posts de personnalités quand même qui aujourd'hui sont en vue, enfin, je songe notamment à Sarah Gnafo de Reconquête, il a liké plusieurs de ses posts, même si ce sont ses opinions personnelles, en tant que patron de presse, sauf s'il avait été patron à la nuit de Valeurs Actuelles ou de revues qui clairement revendiquent une ligne éditoriale à la droite dure, là c'est cohérent. Là le problème, on est sur des médias généralistes dont la ligne est principalement l'information locale et régionale. Donc fatalement, ils se retrouvent en porte-à-faux. Et c'est particulièrement piégeux sur LinkedIn parce que votre identité personnelle, professionnelle, quand vous faites un profil, elle est automatiquement associée à la marque ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous pouvez pas vous en sortir. Sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, enfin X, Facebook, etc. Vous n'êtes pas obligé de mentionner pour qui vous travaillez et vous pouvez faire état de vos remarques personnelles, alors avec certains bémols évidemment, mais il n'y a pas d'impact. Sur LinkedIn, tout de suite, tout est lié. Et puis, les patrons sont maintenant très observés, tu l'as dit Laurent, communiquent de plus en plus. Alors là, c'était même pas, je pense, un acte de communication, parce qu'il a liké, repartagé, mais il n'a pas écrit lettre par lettre, je suis pro-Reconquête, mais évidemment, liker, c'est une forme de soutien. D'ailleurs, c'est pour ça que Musk, quand il a racheté X, il a empêché que maintenant on voit qui likait des posts sur X. Aujourd'hui, on ne peut plus voir, sauf ses propres posts qui vous like. Bon, ça semble un peu logique. Mais si je veux aller voir, par exemple, un post de Musk et voir parmi les gens que je pourrais éventuellement connaître qui a liké, je ne peux plus le voir. C'était justement pour éviter cet amalgame. Bon, dans le cas de Philippe Carli, il a eu en plus une défense très maladroite parce que immédiatement, il a d'abord imputé la faute à quelqu'un qui gérait son compte. Bon, ok, il nous a pas fait le coup du compte piraté parce que ça c'est un peu éculé maintenant, mais très vite il a rétropédalé pour dire oui, en fait j'ai fait un mauvais usage de mes réseaux sociaux. Bon, c'était une manière de reconnaître qu'il avait quand même liké et au final voilà, la pression étant montée, il a choisi de démissionner. De toute façon, sa position était devenue intenable. Les rédactions l'auraient sans arrêt de toute manière harcelé sur le sujet, donc pour la paix de tous, il valait mieux qu'il parte. Voilà, je pense que là, on était dans une situation qui était intenable. Il aurait pu essayer de se défendre, il aurait pu avouer dès le départ. En général, en communication de crise, on recommande de ne jamais mentir. Et il aurait pu avouer et faire amende honorable. Mais sa situation, et comme l'a expliqué Olivier, le fait que ça soit dans la presse, dans des journaux qui sont plutôt des journaux généralistes, sa position elle était absolument intenable et il avait que la solution de démissionner, malheureusement pour lui. Mais voilà, je pense que... Puis il likait des idées politiques qui sont quand même... ultra droitière, hein. C'est comme si on voyait un patron qui d'un seul coup se mettait à liker Jean-Luc Mélenchon et reprendre à son compte tous les combats de la France insoumise. C'est pas cohérent. À la limite, un patron qui like des postes de formation politique, on va dire plus classiques, on peut comprendre, même si généralement mieux vaut éviter de mélanger le business et les opinions politiques. C'est plutôt conseillé, mais ça aurait pu passer. Mais là, du fait du caractère extrême radical des publications likées, fatalement, ça lui est retombé dessus. On peut éventuellement mettre des commentaires sur des publications du gouvernement, par exemple, ou des nouvelles lois qui sont appliquées, ou des choses. Aller faire un commentaire sur il y a telle loi qui vient de tomber, on trouve que c'est bien, on trouve que c'est pas bien. Enfin, commenter et expliquer le point de vue de l'entreprise à ce moment-là, ou son point de vue personnel. Mais aller commenter des partis politiques, ça devient du positionnement et de l'engagement, et c'est quelque chose de complètement différent que d'aller liker des communications qui sont des communications officielles. Oui, c'est du militantisme. Là où un patron est tout à fait légitime à commenter effectivement un projet de loi, c'est ce que fait par exemple sur LinkedIn un patron qui, je trouve, fait usage des réseaux sociaux et très très bien, c'est le patron de Système U, Dominique Schelcher. C'est mon chouchou parce que je trouve d'abord la manière dont il s'exprime, etc. C'est un engagement sincère, mais il s'engage et il critique des projets de loi éventuellement. Notamment là récemment, il s'est engagé sur les tickets restaurants pour qu'ils puissent être
utilisé aussi dans les enseignes. Alors bien sûr, il défend son business, mais il est dans son rôle, on va pas lui reprocher. Et puis de l'autre, c'est quand même un engagement parce que ça aide des gens à acheter aussi des produits alimentaires. Et là, il est complètement légitime, il n'y a pas de problème. Par contre, vous ne le verrez jamais dire tartempion de tel parti, je suis pour lui, votez pour lui. Non, d'abord parce qu'il a un interne aussi à respecter et dans son entreprise, tout le monde ne vote pas forcément comme lui vote. Donc à un moment donné, si on veut garder la cohésion, la dynamique de groupe, avoir des points de vue comme ça très affirmés, très politiques, sauf à vouloir recruter que des collaborateurs qui ont la même étiquette ou la même pensée. Mais bon, pour la diversité, c'est pas terrible. Vaut mieux pas se mêler de polémiques politiciennes où on a plus d'échos à prendre qu'autre chose. Oui, il y a qu'à voir aussi les commentaires qu'il y a eu sur Internet sur l'investiture de Trump, de voir des patrons français aller participer à l'investiture de Trump et les commentaires que ça a généré. Donc même si c'est pas français, le fait d'aller à l'investiture de Trump, même si on parle de Bernard Arnault et Xavier Niel par exemple, et Rudolph Saadé apparemment, même s'il est un peu passé à travers les gouttes, mais il y a eu quelques publications comme quoi il était présent de manière beaucoup plus discrète. Alors là, c'est un cas atypique, j'ai envie de dire. Parce que d'abord ces trois patrons Niel, Saadé et Arnault travaillent au niveau international et tous les trois aux États-Unis. Niel travaille déjà avec le gendre de Ashton Kutcher, le gendre de Donald Trump, dans les télécoms. Ils ont des affaires en commun, enfin des investissements en commun. Attends, excuse-moi, je te coupe un instant. Ashton Kutcher, l'acteur ? Non, Jared. Je confonds toujours l'acteur et effectivement, non, c'est Jared. Jared, le gendre, tu as bien fait de me reprendre. Le gendre de Donald Trump, donc qui est le businessman un peu de la famille avec un des fils Trump. Xavier Niel est en affaires. Bernard Arnault et Trump, là, c'est une vieille histoire parce que Bernard Arnault, lorsque Trump se lançait dans l'immobilier à New York, Bernard Arnault a travaillé, a fait mener des projets avec Trump, même s'il s'est ramassé financièrement. C'est pour ça d'ailleurs il est revenu ensuite en France et il a eu le parcours qu'il a eu avec le rachat pour le franc symbolique du groupe Boussac. Merci Laurent Fabius. Et voilà. Et Rodolphe Saadé, c'est un des plus grands armateurs mondiaux. Donc fatalement, surtout si Trump en plus veut récupérer le canal de Panama, je pense que ça intéresse forcément Rodolphe Saadé. Donc ils y vont. C'est vrai que ça envoie un signal quand même assez particulier parce que Trump, c'est clivant les positions. On aime ou on n'aime pas. On sait pas trop bien ce qu'il va faire de son pouvoir économiquement, politiquement, socialement. Enfin, si on a déjà un avant-goût assez précis là avec les premières executive orders qu'il a pris, ça tape dur. Mais sur des enjeux comme ça et des boîtes qui ont des enjeux planétaires, le patron peut difficilement s'affranchir. Alors, il y a peut-être des manières moins voyantes de le faire. Et puis, on n'est pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ça, au contraire, tous les patrons de la tech ont donné des millions et des millions et des millions. Certains pour sauver un peu leur peau et pas se retrouver tricard sous le gouvernement Trump, parce que longtemps ils ont été associés aux démocrates. De qui tu parles? De Mark Z? Mark Z, Jeff Bay aussi, pas mal dans son genre, mais aussi Sundar Pichai avec un certain moteur de recherche. Tous ont peur parce qu'ils savent très bien que ça peut taper très dur pour eux, d'autant que Musk est en charge de ce truc-là, le Doge, qui fait allusion à sa crypto-monnaie, où il est en charge de optimiser l'efficacité de l'administration américaine et une manière d'accroître l'efficacité, c'est aussi peut-être de mettre des bâtons dans les roues des concurrents. Pourquoi pas? Donc voilà, donc eux, effectivement, ont intérêt à montrer patte blanche. Et puis, en plus, c'est public aux États-Unis. Quand on donne pour un parti politique, qu'on soit une entreprise ou un patron, c'est affiché, c'est transparent. Sauf que, comme tu le dis très justement, Olivier, et je pense, Jean-François, que tu seras d'accord, aux États-Unis, on ne se cache pas des choses. L'argent n'est pas quelque chose de sale. En France, c'est toujours un peu, c'est toujours borderline, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler d'argent et montrer son appartenance à des politiques de près ou de loin. Regardez ce que font les artistes. Alors c'était généralement eux qui se plaçaient. Dalida avec Mitterrand, Faudel avec Sarkozy. Où es-tu, Faudel? Si tu nous écoutes, j'espère que tu chantes encore. Mais trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'aux États-Unis, ça n'est pas du tout la même problématique. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Parce que j'ai un peu l'impression que depuis la fin de l'année dernière, depuis novembre, quand on sait que Trump a été élu, il a tabassé Kamala Harris, la pauvre.
donc tu sois Kamala, on t'embrasse. Mais trêve de plaisanterie, j'ai l'impression que notre économie et nos patrons, de fait, se trumpisent un petit peu. C'est pour montrer un peu le côté, j'ai des burnes. Tu vois, moi, je suis un entrepreneur. On a parlé de body minute, on était dans le poil. Là, quelque part, c'est un peu le côté testostérone. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Est-ce que, finalement, nos patrons ont tout intérêt à se trumpiser ou en tout cas avoir cette communication-là, même si nous sommes français? Et Olivier, je te laisserai évidemment réagir sur ce que dit Jean-François. Wow, vaste question. Tu as 4 heures. J'ai 4 heures et j'aurai le bac à la fin. Vaste sujet. Je crois que les patrons ont compris qu'ils avaient besoin aussi de participer à la communication de leur entreprise, parce qu'ils en étaient forcément le plus fort ou le plus un des représentants le plus voyants, et que ça faisait leur communication participer à la communication globale de l'entreprise, au même titre que, je sais pas, la pub, la communication sur les réseaux sociaux, etc. Et qu'ils avaient leur rôle à jouer en tant qu'exemple et d'icône un peu de l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est assez nouveau, parce qu'on voit de plus en plus de patrons communiquer sur les réseaux sociaux. Après, il faut quand même qu'ils apprennent à le faire. Ça se fait pas n'importe comment. Je pense que beaucoup n'ont pas un talent naturel pour communiquer. Et là, je pense que c'est bien qu'ils se fassent accompagner par leurs équipes de communication, par des ghostwriters, par des agences de com qui peuvent éventuellement les aider à avoir une communication qui soit efficace. Ça contribue aussi à ce qu'on appelle l'employee advocacy, faire en sorte que, au-delà des patrons, il y a aussi d'autres salariés dans les entreprises qui viennent valoriser l'entreprise et parler de leur expérience. Et je pense que c'est plus authentique souvent et plus crédible que des actions faites par le service communication. Donc je pense que ça contribue à tout ça. Après, comme je le disais, je pense que beaucoup de patrons sont pas encore complètement au point là-dessus. Tout le monde, tu te parlais de Richard Branson, mais il y a plein de grands patrons français qui étaient des experts en communication. Et donc, ils ont besoin d'apprendre, ils font des erreurs. Ce qu'il faut, je pense qu'ils comprennent bien, c'est que ça peut générer des crises, et bien se former à la communication de crise ou former leurs équipes de communication à la communication de crise. Je pense que ça, c'est vraiment hyper important. 70% des crises sont initiées par les services marketing ou les services communication. Donc voilà, tout ce qu'on dit peut nous être reproché, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Mais tout ce qu'on dit pas peut aussi l'être. Et tout ce qu'on dit pas peut aussi l'être. Voilà, donc il faut le faire de façon correcte et bien organisée. Et puis on est dans un monde où tout se garde. Donc on peut remonter très longtemps en arrière. C'est tout à l'heure, là, Obama disait moi, si les réseaux sociaux avaient existé, j'aurais pas été élu président des États-Unis. Maintenant, ça, c'est plus le cas, quoi. Tout ce que vous pouvez dire à un instant T pourra être ressorti dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et vous être reproché. Alors, même si le contexte va être différent, etc., mais ça va être ressorti, éventuellement déformé, amplifié. Donc, faut apprendre aussi à pouvoir gérer ces crises-là. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Laurent? Non. Non, alors pour moi, déjà, il y a 2 typologies de patrons, si on veut faire un truc un peu schématique. Il y a le patron qui est finalement le fondateur, la pièce centrale de l'entreprise. On parlait tout à l'heure de Saadé, Niel et Arnaud, mais ces 3-là, c'est eux qui ont fait grandir. Enfin, Saadé, c'est une tradition familiale, mais enfin, il a largement contribué au développement aussi du groupe familial. Le Covid aussi, il a beaucoup aidé. Oui, bien sûr. Mais c'est une posture bien sûr différente, parce que là, c'est un peu la posture même d'un Jean-Christophe David, toute proportion gardée, mais ils sont la colonne vertébrale et le cerveau de l'entreprise. Là où d'autres patrons sont finalement, je vais pas dire des simples salariés, mais sont des salariés qui ont des comptes à rendre à des actionnaires, à des fonds d'investissement, parfois à l'État. En France aussi, l'État actionnaire peut être une forme de pression sur les patrons, où là, leur liberté de parole est beaucoup plus contrainte. Le patron d'EDF, par exemple, va pas s'exprimer de manière tout vent sur tout un tas de sujets, parce que il a d'abord l'État sur le dos, et puis parce que son entreprise concerne tellement de gens que voilà, ça peut créer des problèmes. Ceci étant dit, après, je pense pas que ce soit une obligation de communiquer.
Alors, à minima, bien sûr, il ne s'agit pas non plus de faire la posture par exemple, d'un Emmanuel Beignet chez Lactalis, qui a découvert l'interview presse 20 ans après avoir pris les rênes de l'entreprise. Et encore, c'était à l'occasion d'une crise. Et encore, on l'a beaucoup poussé, son nouveau service com l'a beaucoup poussé à prendre la parole. Bon, là, c'est la posture extrême. Mais il y a des patrons, tu le disais, Jean-François, qui d'abord n'ont pas d'appétence pour cet exercice-là. Donc, dans ces cas-là, vaut mieux un peu les préserver et ne les sortir que pour les exercices incontournables, soit un roadshow financier, soit une émission, je dirais, un peu, tranquille, qui parle de sujets, qu'il maîtrise à fond et pas aller au-delà. Et puis pour ceux qui ont effectivement un côté un peu plus engagé, parce que c'est leur nature, c'est leur caractère, parce qu'ils ont envie de prendre des positions, à ce moment-là, bien les former, en effet, et continuellement. C'est pas juste un média training de temps en temps, et puis ça y est, je sais faire. Je dis toujours, média training, c'est comme les vaccins, faut faire des rappels, sinon ça ne sert à rien. Et j'ai l'exemple, moi, j'ai connu un patron qui était mon chef, qui refusait les média training que je lui proposais, jusqu'au jour où il nous a commis une belle boulette dans la presse, en ayant une déclaration vis-à-vis de nos clients, en faisant une blague, en fait, que le journaliste a repris, a bien mis en évidence dans la maquette. Et je peux vous dire que le lendemain, tout le monde était au garde à vous chez nous, parce que le client avait fortement réagi, très fortement réagi, et du coup, il voulait plus s'exprimer après. Donc voilà, faut bien mesurer ça. Et pour moi, le leadership, c'est pas forcément un patron qui s'exprime à tout bout de champ sur tout. C'est pas du Bernard Tapie. Alors Bernard Tapie était un extraterrestre dans son genre, mais c'est juste un patron qui sait utiliser de manière opportune et à bon escient la communication. Et qui sait aussi fermer sa gueule quand il faut fermer sa gueule. Exactement. Avec le journaliste, il n'y a jamais de off, il n'y a jamais de choses comme ça où je vous dis quelque chose mais vous n'en parlez pas. Ça n'existe pas. En tout cas, si on veut que les choses ne soient pas dites, on ne les dit pas. Tout simplement, et c'est une des règles de base en communication. Et comme disait Jean-Pierre Chevènement, qui est pourtant pas ma tasse de thé, mais un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Je crois qu'on va se quitter là-dessus, ou quasiment se quitter là-dessus. Je pense à Monsieur Chevènement, l'homme des sauvageons. Moi que j'ai toujours plutôt bien apprécié. Je crois qu'il y avait aussi qui est maintenant d'extrême droite et qui était chez Chevènement, je ne m'en souviens plus. Florian Philippot, si tu nous entends, tu nous oublies. Que voulais-je dire avant qu'on se quitte? Parce que si nous sommes, par exemple, écoutés par Monsieur Arnaud, Bernard de son prénom. Si nous sommes écoutés par Monsieur Saadé, CMA CGM, je rappelle la marque, qui je crois sponsorise un des clubs de football que tu aimes le plus au monde. Je vois pas de quoi tu veux parler. Ça doit être une petite équipe, j'ai pas dû bien la voir. Alors sachez-le pour nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas branchés Rendez-vous football. le 16 mars au parc. Eh bien voilà. Bon, alors moi je suis supporter du Toulouse Football Club, donc nous ne sommes pas là pour parler football, mais CMA CGM est le sponsor, c'est le sponsor, maillot de l'OM, l'Olympique de Marseille. Alors, avant qu'on ne se quitte, si jamais donc Monsieur David, dont on a parlé, et je peux comprendre qu'il ait eu un petit coup de sang, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, attention aux conséquences. Mais si Monsieur Arnaud nous écoute, nous sommes disponibles, évidemment, moyennant quelques honoraires. Avec plaisir. Avec plaisir. J'ai toujours rêvé d'avoir un container en plus. Mes félicitations. Si jamais il y a d'autres patrons qui nous écoutent, et qui sont évidemment pas ces grands patrons médiatiques, quels sont les conseils que vous leur donneriez? Tiens, on donne chacun un conseil. Jean-François, je te laisse commencer. Allez, un conseil, faire du média training, comme le disait, je vais piquer cette idée-là à Olivier, parce que c'est lui qui l'a donné il y a quelques instants. Oui, faire du média training, et puis surtout s'appuyer sur ses équipes de communication et savoir prendre du recul. Oui, je veux pas être original, il n'y a pas 36 000 recettes, mais c'est surtout de ne pas essayer de jouer un rôle qui n'est pas le sien. D'être soi-même et de capitaliser sur ses atouts. Je disais tout à l'heure, un patron qui est pas forcément appétent pour la com, qu'il fasse, je dirais, le service minimum, parce que en tant que numéro 1 de l'entreprise, il est quand même obligé de s'exprimer à l'interne, à l'externe, mais sans chercher à surjouer. J'ai vu, moi, certains dirigeants qui, parce qu'ils admiraient un tel ou un tel, voulaient devenir un tel ou un tel. Et ça, c'est le piège, parce que si on n'écoute pas sa propre personnalité, de toute façon, on n'est pas crédible, on n'est pas sincère, et c'est généralement là où on se ramasse. Et puis le recul, ça c'est indispensable, mais ça c'est le rôle du DIRCOM aussi, d'essayer de challenger le patron, ce qui est pas toujours évident. En conclusion, mieux vaut avoir un DIRCOM
une directrice ou un directeur de la communication qui soit là, qui vous conseille et qui sache vous dire peut-être des choses qui, à un moment, vont vous agacer. Ah oui, tout à fait. C'est le rôle du DIRCOM de réfléchir à une stratégie de communication et de faire en sorte qu'en cas de crise, tout ça, ça soit cohérent et efficace. Une crise, ça peut durer très peu de temps si c'est bien géré, et ça peut même être hyper efficace pour l'entreprise, ça peut même valoriser l'entreprise. Je crois qu'on dit que l'image de l'entreprise, après des crises bien gérées, l'image de l'entreprise, elle monte de 5%, de 5 à 10%. Donc ça peut être hyper positif quand c'est vraiment bien fait, quand c'est bien mené, quand l'entreprise montre qu'elle est responsable dans une situation de crise, c'est hyper positif pour l'entreprise. Mais ça se travaille, et prenez l'exemple de la Redoute tout à l'heure, parce qu'ils ont bien géré le truc, ça a été hyper positif pour eux. Mais ce qui est très dur, et moi on me l'a suffisamment reproché dans ma carrière, c'est de dire les choses. Certains dirigeants ne veulent pas entendre les choses. Pour eux, c'est justement épargnez-moi les emmerdes. Donc vous gérez. Et puis d'autres vont aussi demander positionnez-moi. Alors souvent c'est le 20h par exemple. Et moi je dis toujours, quand ça m'est arrivé qu'on me demande ça, je dis toujours, si un grand patron se retrouve au 20h, c'est rarement pour de bonnes raisons. C'est souvent parce qu'il y a une grosse crise sur le dos. Et donc mieux vaut ne pas avoir de 20h dans sa vie. On s'en tirera mieux. Mais le DIRCOM, malgré tout, c'est pas seulement une boîte à outils. Je le dis depuis des années, mais je le redis. Il faut que le DIRCOM puisse challenger le PDG. Mais ça suppose d'avoir une grande, c'est Frédéric Fougera qui en parle bien, d'avoir une grande connivence avec son dirigeant et une grande confiance. Sinon, ça marche pas. Mais il faut pas se réduire juste à être celui qui fait des beaux papiers peints, voilà, des petites actions de ci de là qui font du buzz. Non, on est aussi là. Moi, j'ose le mot, mais c'est jouer un peu le fou du roi, voilà, d'oser dire des choses que le financier ou l'industriel a plus de mal à dire parce que ceci, cela. Le DIRCOM, lui, comme il est aux confluences de tous les publics internes et externes de l'entreprise, c'est peut-être celui qui est le mieux placé pour justement exprimer ce qui est dit et puis après de voir dans quelle mesure il y a une opportunité à saisir ou alors on passe son tour et on dit rien. Des fois, c'est bien de ne rien dire. C'est aussi le rôle du DIRCOM, c'est de dire on ne dit rien, on reste calme et on va voir comment ça se passe et on interviendra si on se prépare. Si jamais ça prend de l'ampleur en cas de crise, mais pour l'instant, des fois, il vaut mieux ne rien dire. Jacques Pilan, si vous nous entendez, le grand théoricien du silence, mais il avait raison et je trouve dans notre époque de brouhaha permanent, de temps en temps, s'accorder des pauses, ça fait du bien à tous. Nous sommes bien d'accord. On va se quitter là-dessus. J'allais vous demander quels étaient les patrons les plus communicants et bien évidemment les meilleurs patrons communicants. Moi, j'en citerai un qui n'est pas très très loin de Dominique Schelcher. C'est évidemment Michel-Édouard Leclerc, que j'adore, que j'ai en plus eu le plaisir de rencontrer, qui je trouve est un communicant formidable. Alors après, on n'aime pas évidemment, mais bon. Alors toi, Olivier, à part Monsieur Schelcher, à qui penses-tu d'autre ? C'est difficile à dire. C'est vrai que j'ai une grande admiration pour Dominique Schelcher. Alors, c'est vrai que la grande distribution est assez là-dessus symptomatique parce que aujourd'hui il n'y a plus seulement les deux Leclerc et Schelcher, il y a maintenant aussi Thierry Cotillard d'Intermarché qui est de plus en plus aussi dans les médias et qui veut percer de la même manière. Je trouve un petit peu moins bon dans l'exercice, mais enfin il est très présent. Il y a celui qui était à la tête aussi de Lidl France, qui vient de quitter à l'instant, mais c'est lui qui avait repositionné Lidl et qui était aussi très présent. Donc c'est peut-être un secteur à part parce que ça touche le quotidien des gens aussi. Mais encore une fois, moi, un grand patron, je pourrais l'admirer même s'il parle pas beaucoup, mais il parle à bon escient. Alors, ça nous rajeunit pas, mais quelqu'un comme Louis Schweitzer, par exemple, c'est quelqu'un que moi j'admirais comme patron. Voilà, qui avait une grande pondération. Alors, il n'y avait pas le même enjeu médiatique à l'époque, etc. D'accord, mais on peut être aussi un grand patron en ayant une parole précieuse et qui est donnée de manière, bien séquencée. Pour nos plus jeunes auditeurs, Louis Schweitzer, c'était le patron de Renault. Et c'était un homme extrêmement apprécié, qui avait ce côté, entre guillemets, un peu à l'ancienne, mais qui avait une parole rare, mais qui était vraiment très très bonne. Et quelque part, on peut limite faire un parallèle avec nos politiques. Mais c'est cette période-là, c'est les années 80, je dois dire, si je dis pas de bêtises. 80-90. Il venait du milieu politique aussi. Oui, il venait du milieu politique. Un socialiste, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Jean-François, est-ce que tu as quelqu'un qui te vient en tête et on se quitte après ? Difficile, mais je citerai Jean-Dominique Sénard, parce qu'il est capable de prendre des prises de parole à la fois maintenant sur le groupe Renault, auparavant sur le groupe Michelin,
de prendre des positions aussi très fortes sur l'entreprise et de représenter son entreprise et d'aller au-delà de ça, d'avoir une vraie position de patron avec une vision sociétale beaucoup plus large que la mission de son entreprise. Et je trouve que c'est pour moi un très bel exemple. Et s'il nous écoute, moi je veux bien l'interroger avec toi, Laurent, quand tu veux. Ah bah écoute, Jean-François, on invitera évidemment Olivier avec nous. Alors, j'ai une pensée pour monsieur Patrice Lobignat qui devait nous rejoindre, mais malheureusement, il a dû rester chez lui. Il avait malheureusement, je dois l'avouer, je te prie de m'en excuser Patrice si tu nous entends. Non, il n'avait pas une crise de foie, il avait malheureusement la diarrhée, une diarrhée aiguë. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Donc, Patrice, si tu nous entends, prends quelques Imodium ou ce genre de choses-là. Tu aurais été évidemment un homme formidable à discuter de ces problématiques de patron et de crise, comment on peut les éviter, puis surtout comment agir ou ne pas agir ou surtout ne pas surréagir. Jean-François, je te remercie. Bravo pour cette tournée parisienne. Merci Laurent. Je t'en prie. Merci Olivier. Merci à toi Olivier. Alors tu as toujours été aussi virulent anti-coup de com'. On retrouve le fan de l'OM. C'est absolument magnifique. De l'OM. Tu veux ma mort. Voilà, bon, vous l'aurez compris, il aime le PSG. Qu'est-ce que je vous dise? Bon, bref. En tout cas, merci à toi Olivier. C'était passionnant. Messieurs, je pense qu'on peut le dire. C'était un trio que des numéros 10. Hein. C'est quoi le numéro 10? Ah, c'est le meneur de jeu dans une équipe de foot. Mais moi, non, mais le meneur de jeu, alors. Il n'est bon que s'il a aussi des gens plus dans l'ombre qui taclent, récupèrent des ballons. Un Didier Deschamps, c'était pas forcément le meilleur techniquement, mais il était indispensable dans l'équipe de France par son rôle au milieu et son influence sur les joueurs. Et tu regardes la belle carrière qu'il a fait et on remarquera que Monsieur Granat n'aime que la petite reine puisque Jean-François adore le vélo et le Tour de France, tu ne le rates jamais. Exactement. Eh bien, tout le monde s'en fout, il faut bien le reconnaître. Nos auditrices et auditeurs nous ont déjà perdus. Bon, en tout cas, les gars, vous avez été absolument formidables. Merci à vous. S'il y a des patrons qui nous écoutent, eh bien, évitez de tout prendre à cœur et puis faites-vous surtout bien accompagner par votre service communication si vous avez la chance d'en avoir un ou contactez un homme comme Jean-François Granat ou un homme formidable comme Olivier Siemelière. Et puis, moi, je vous dis, chers auditrices et auditeurs, 1, vous notez 5 étoiles sur Apple Podcast, 2, vous notez 5 étoiles sur Spotify, 3, vous vous abonnez au décodeur de la communication et 4, je ne m'en rappelle plus. Donc, je vous dis ciao, ciao et merci à vous les garçons. Ciao. Merci. Au revoir, merci.